Smart Talks vous est présenté par Circle, powered by Square. Ravi de vous retrouver dans Smart Talk, l'émission qui décrypte les stratégies des décideurs. J'ai le plaisir de partager cette émission avec Gus de Circle. Comment ça va? Mais très bien, et toi? Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on accueille la directrice générale stratégie et développement durable du groupe Schneider, qui est une entreprise monde, 120 000 collaborateurs, et elle est avec nous. Et avec nous, justement, dans Smart Talk, la directrice générale stratégie développement durable, Gwenaëlle Avis-Huet. On est ravis de vous accueillir parce que vous faites partie de ces femmes de pouvoir, mais qui sont des femmes de l'ombre. Et c'est intéressant de découvrir à travers vous les stratégies d'un groupe mondial. D'abord, un petit mot sur le poste que vous occupez. La France, c'est quoi? C'est devenu une filiale par rapport à Schneider? Vous vous déplacez en France comme on se déplace, nous, en région, en quelque sorte? Donc moi, je m'occupe en fait de la stratégie, du développement durable, mais aussi des fusions-acquisitions, de la qualité et de la satisfaction client. Et pour nous, c'est très important d'avoir une seule ombrelle qui regroupe un petit peu tout, parce que le cœur de notre activité, c'est le développement durable. On parle partout de la transition énergétique, et en fait, toute notre stratégie, elle est liée à ça depuis 15 ans d'ailleurs. Et donc, avoir une seule entité qui regroupe toutes ces fonctions transversales, c'était important pour nous. Et la France est importante parce que c'est notre siège, parce que c'est là où Schneider a pris son envol. Et de manière générale, maintenant, aujourd'hui, nous sommes un groupe mondial réparti sur tous les continents. Je dirais un tiers Amérique, un tiers Europe, un tiers Asie, reste du monde, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc vraiment un groupe d'ampleur mondiale. Bien, Gwenaëlle, justement, par rapport à cette notion du fait que vous soyez super global, avec un enracinement français à la base, est-ce qu'on peut se dire que vous avez encore un rôle à jouer dans cette notion d'indépendance et de souveraineté, malgré que le mot est parfois un peu galvaudé, au niveau énergétique? Parce que on connaît la crise qu'on a là maintenant. Il y a des décisions qui sont assez compliquées à comprendre. C'est toujours facile de refaire l'histoire, mais aujourd'hui, face à la crise qu'on a là maintenant, quel est un rôle comme une boîte comme la vôtre dans une crise comme celle-là? Est-ce qu'elle peut encore se permettre d'avoir un prisme souverain, en tout cas essayer de jouer sur l'indépendance? Je pense que la façon de décrire Schneider, en fait, c'est un groupe très global, mais en même temps un groupe très local. C'est-à-dire que finalement, nos centres de décision sont locaux, nos usines sont développées au niveau local et nos clients sont locaux. Donc en fait, la façon dont on adresse les pays, c'est à travers nos relations clients, les usines qui sont sur place, proches de nos clients. Et donc en fait, on est l'entreprise la plus globale et en même temps la plus locale. Et ça fait vraiment notre force. Donc dans un débat sur la souveraineté énergétique, etc., les solutions sont les mêmes dans toutes les géographies, c'est-à-dire l'efficacité énergétique, l'électrification, le digital, et on pourra y revenir. Mais dans le même temps, l'implémentation, comment est-ce qu'on arrive à déployer, c'est très local, parce que les normes sont locales, parce que les décisions gouvernementales sont locales, et en fait, notre présence, elle est extrêmement locale de la même manière. Tout à fait, mais dans un contexte comme celui-là, est-ce que Schneider devient un peu proactif par rapport à une problématique? Parce que quand on prend les problématiques d'indépendance énergétique au niveau américain, elles ne sont pas du tout les mêmes que celles en Europe. Est-ce qu'un groupe comme Schneider est proactif sur des solutions en disant écoutez les mecs, attention, je vais te la faire simple, aujourd'hui, il n'y a pas une seule matrice dans une boîte du CAC où la notion de l'indépendance énergétique se trouve dans la matrice stratégique. On ne la connaît pas. Parce que au niveau mondial, ce n'est pas là. À quel point et à quel niveau Schneider va venir se dire chez les clients, écoutez les mecs, il faut faire gaffe à ça, ça et ça? Le point le plus important, c'est quelles que soient les géographies, tout le monde ne parle que d'une seule chose, c'est du supply, de la fourniture d'énergie aujourd'hui. Et là où on a un rôle à jouer, c'est de dire partout dans le monde qu'en fait, le débat, il doit être sur la demande, sur la consommation elle-même. Développer des énergies renouvelables, bien sûr qu'il faut y aller, mais combien de temps ça va prendre? En attendant, les solutions de court terme, c'est les solutions d'efficacité énergétique, de consommation. Donc oui, on a un rôle à jouer justement pour faire exister tout le développement de la demande, tout le développement de la consommation et de la réduction de la consommation et des solutions associées. Mais votre raison d'être, c'est tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources dans un contexte où on sait que la matière première énergétique va se tarir. Comment on invente chez vous, chez Schneider, le monde de demain avec des matières premières qui vont se tarir et avec lesquelles on a des relations compliquées, je pense au pétrole russe notamment? Et là, on parle du sujet parce qu'il est d'actualité, crise énergétique, envolée des prix de l'énergie, etc.
mais notre groupe a investi dans la transition énergétique il y a 15 ans. Donc aujourd'hui, on valorise sur le marché, on vend à des clients des produits qui consomment moins d'énergie, donc qui sont bénéfiques dans la crise énergétique, parce qu'il y a 15 ans, on investissait en matière de recherche et d'innovation pour pouvoir se permettre aujourd'hui... Très en amont. Donc très en amont. Et ce que je veux dire dans le message, je pense qu'il faut retenir, c'est que l'innovation en matière de transition énergétique, ça prend du temps. Ça nécessite de faire des paris. Et notre entreprise a fait ses paris il y a 15 ans. Excusez-moi, vous nous dites qu'on est... Vous n'êtes pas en retard car vous aviez de l'avance, 15 ans, mais que pour le reste, on a pris un peu de retard. En fait, bah oui. En fait, ce que je pense, c'est que le débat aujourd'hui, il est trop orienté sur la fourniture. Et bien sûr, ces technologies de la fourniture, elles s'améliorent. Par exemple, dans les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, ça s'améliore. Et c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais en parallèle de ça, ce qu'il faut, c'est développer d'autres technologies. Et pour ça, ça prend du temps. Donc le plus on est en amont, le mieux c'est. Et on a besoin des deux, de la fourniture et des méthodes de consommation qui soient qui soit plus sobre. C'est plus sobre. Et quand on est un groupe global comme ça, au niveau justement de cette supply, il y a un moment où il y a de la politique qui commence à se jouer. On l'a vu sur les composants électroniques, que ce soit au niveau des composants électroniques, que ce soit les matières rares, que ce soit... il y a un moment où vous avez un rôle où il y a le politique qui vient jouer en disant, écoute, ces matières-là, on en aura besoin, ces pièces-là, on en aura besoin avant les autres. Est-ce qu'un groupe comme Schneider est déjà en train de devoir gérer la fourniture plus sur un continent qu'un autre? Et comment est-ce qu'on se met par rapport à ça? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, nos usines, elles sont très locales. C'est-à-dire qu'on va produire les matériaux qu'on va vendre, les produits électriques qu'on va vendre, on les produit au niveau local. On a nos usines aux États-Unis pour livrer nos clients américains. On a nos usines en Europe pour livrer nos clients européens. Ça a été un choix qui a été fait depuis longtemps et je pense que ça a été très bénéfique dans le temps de Covid, mais en particulier aujourd'hui avec la crise énergétique parce que ce qu'on produit, c'est pour le marché local. C'est pour ton marché local. Ok, d'accord. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a 170 usines partout dans le monde et vraiment réparties partout dans le monde. Et les centres de recherche sont également répartis partout dans le monde. C'est ça. Non, mais donc ce pari local est hyper bien... Global, local. Vous voyez la balance entre les deux. Tout à fait, tout à fait. Mais les gros enjeux vont à un moment arriver, ça va être intéressant de se... Pour vous donner un ordre d'exemple, vous parlez beaucoup du supply, je vous parlais de la demande, mais il y a beaucoup de choses à faire aussi dans le supply. Alors, on va tout de suite penser aux énergies renouvelables, mais autre chose sur quoi on doit s'interroger, c'est comment est-ce qu'on arrive à plus électrifier pour dépendre moins des énergies thermiques. Par exemple, aujourd'hui, en Europe, l'Europe continue à subventionner des boilers, donc des systèmes pour faire de l'eau chaude à partir d'énergie thermique. Est-ce qu'on ne devrait pas accélérer l'électrification ? Notre rôle, c'est aussi d'apporter des solutions pour accélérer l'électrification. Tout à fait. Voilà, un autre exemple, en fait, de comment est-ce qu'on contribue au débat, on va dire européen, États-Unis, etc. Comment est-ce qu'on contribue aux débats locaux avec une palette de solutions ? C'est la question de Gus, en fait. C'est-à-dire, quelle place vous prenez aux côtés des institutions européennes et des grandes nations, dans notre transformation écologique, grâce à vos technologies, finalement, vous dites, nous, on peut vous apporter clé en main des technologies qui vont vous accompagner. C'est ça l'idée. Et peut-être le meilleur exemple, COP27. Donc j'étais présente à la COP27. On a vu que les débats pouvaient, en Égypte, les débats pouvaient... on va dire, être compliqué sur certaines thématiques nord-sud, etc. Nous, notre rôle, c'est de montrer que la transition énergétique, elle est faisable parce que les technologies existent. Donc, nous avions mis en place un Sustainability Hub, c'est-à-dire un site dédié à côté de la COP, où en fait, on faisait venir des gens de la COP, à la fois des ministres, des clients, etc., pour montrer les solutions, pour montrer ce qui existe aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est notre valeur ajoutée, c'est montrer que la technologie, aujourd'hui, elle existe. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment déployée ? C'est qu'on pense tout de suite aux énergies renouvelables, on pense moins aux méthodes de réduction de la consommation. Mais donc, juste pour clôturer ce sujet-là, une boîte comme aussi globale que la tienne ne doit pas... Je ne pense pas qu'à un moment, elle va devoir se positionner de manière géopolitique parce qu'elle est tellement au cœur d'une problématique... de géopolitique, qu'à un moment, elle va devoir choisir un camp. Parce que quand on regarde, quelles que soient les boîtes globales, que ce soit de l'IT à des métaux rares, à de la production, à même du service, même les boîtes de conseil, à un moment, elles doivent se dire, OK, je suis à gauche ou je suis à droite. Je suis bien placé pour le savoir. Est-ce que ça, pour toi, c'est pas dans votre picture aujourd'hui, quoi ? Non, parce que depuis maintenant 15 ans, on est tellement éclaté sur le territoire qu'en fait, on est reconnu
part aux États-Unis comme une entreprise américaine, en Chine, etc. C'est ça. On Ok. a vraiment Vous avez pris les empreinte porteurs de guerre de locale chaque pays. extrêmement forte. Mais attendez, j'entends quand même dans ce que vous dites que on va mettre du temps, et c'est le cas aujourd'hui, pour faire les panneaux solaires, pour lancer des grandes campagnes d'éoliennes avec tous les sujets politiques qui incombent. Et vous dites, nous, on a déjà la solution pour réduire notre consommation. C'est ça, en fait, la bataille qui est en train de se jouer. On fait les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on apporte aussi des équipements pour accompagner le développement des énergies renouvelables. Mais sur les énergies renouvelables, le sujet, c'est le permitting. Comment est-ce qu'on accélère le développement des permis pour faire en sorte que les énergies renouvelables émergent? En France, par exemple, pour développer de l'éolien, ça prend 10 ans pour un parc éolien. Donc c'est sur des laps de temps qui sont très longs. En attendant, bien, on a une crise énergétique. Comment est-ce qu'on fait baisser la facture pour le client? Faire baisser la facture très du concrètement, digital. bien sûr. C'est concrètement. Je m'autorise. Vas-y. Si le digital, c'est un sujet fondamental. On nous dit finalement, grâce au digital, et vous l'évoquez, on va pouvoir transformer notre société. Je pense à la domotique, c'est la chose la plus simple et la plus concrète. Sur quoi vous êtes en train de travailler là justement? Alors j'allais dire presque en interne chez vous, parce que vous êtes aussi, j'imagine, vous avez des mesures développement durable et de réduction chez vous. Mais et qu'est-ce que vous proposez ensuite à vos clients pour la faire, cette transition concrètement, et justement grâce au digital? Alors, notre façon d'aborder le sujet du digital, c'est un facilitateur, on va dire, de la transition énergétique. C'est un enabler. Aujourd'hui, quand on parle transition énergétique, déjà, il faut mesurer de quoi on parle. C'est les données, en fait. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va déployer des produits électriques et on va les connecter. Et en les connectant, on va récupérer toutes les données de consommation. En analysant ces données-là, avec un peu d'intelligence artificielle, du machine learning, on va pouvoir développer des modules qui optimisent la consommation. C'est comme ça qu'on fait, en fait. Et pour vous donner un ordre de grandeur, on a un bâtiment à Grenoble qui s'appelle Intensity, où on a mis en fait toutes les nouvelles, on va dire, les nouveaux systèmes de plateformes digitales qu'on appelle EcoStructure à travers le building, par exemple, et donc qui permettent d'optimiser la consommation. Un building comme celui-là, donc un bâtiment comme celui-là, il consomme 8 à 9 fois moins d'énergie qu'un bâtiment traditionnel. Alors vous allez me dire, c'est un bâtiment neuf, il a été parfaitement conçu, qu'est-ce qui se passe sur un bâtiment existant? En fait, on est plutôt sur 20 à 40% en fonction du bâtiment. C'est juste pour dire, en fait, il ne suffit de pas grand-chose. C'est juste des produits connectés à partir de la récolte de la donnée, visualisation, compréhension de finalement d'où viennent la consommation et quelles sont les poches pour pouvoir les réduire. Et à partir d'outils de pilotage, pour réduire l'intensité lumineuse, etc., on réduit la consommation. Mais c'est une bonne réponse à la question suivante, c'est de se dire... Quand tu regardes votre position sur la chaîne de valeur de l'électrique, à la base, vous étiez sur la production de pièces. Aujourd'hui, vous déplacez de plus en plus vers le service. Enfin, de plus en plus, vous y êtes carrément. Et ce dont tu es en train de parler, c'est exactement ça. C'est le service pour pouvoir pour faire de l'optimisation. En début et en fin de chaîne, il y a la production et la distribution. Quel est votre lien avec ces deux acteurs-là? Et est-ce que vous envisagez l'énergie verte, est-ce que c'est une manière de pouvoir se dire, tiens, c'est le moment, c'est l'instant d'aller mettre un pied dans la production ou dans la distribution de ce type d'énergie? D'aller chercher toute la chaîne, quoi. Voilà, exactement. Alors, la production d'électricité, on va bien sûr accompagner les entreprises qui investissent dans la production en apportant notre technologie. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a la technologie derrière, électrique, etc. Et sur la distribution de la même manière. Et même sur toute la transmission. C'est-à-dire on va aider à faire ce qu'on appelle des smart grids. Comment optimiser finalement les réseaux alors que le système est beaucoup plus volatile. Toujours dans la même logique, en fait. Etc. Donc nous, on va apporter des briques digitales ou des briques électriques. Ensuite, on va fournir des services. Mais c'est toujours pas votre électricité. C'est toujours pas notre électricité. Exactement. Et ça ne le sera pas. On va être le facilitateur pour développer la production et la distribution, y compris la phase de transmission et de distribution. C'est ça. C'est intéressant parce que c'est de se rendre compte qu'en fait, même les gros énergéticiens qui étaient justement au tout début de la chaîne, eux sont en train de glisser vers votre valeur ajoutée, et que la notion de production va être de plus en plus locale et donc de plus en plus propriétaire de la localité, quoi. Ces grosses unités de production sont... C'est quand même des métiers assez différents. C'est-à-dire, dans la production, on va dire, les grands énergéticiens sont plutôt des orchestrateurs de projets. C'est des grands projets, beaucoup d'investissements, etc. Mais c'est de la gestion de projet. C'est pas de la gestion de technologie. Tout à fait. Nous, on est une technologie compagnie. C'est-à-dire une entreprise qui investit dans la recherche et le développement, dans l'innovation, et qui, à partir de là, publie des brevets, de la propriété intellectuelle, etc. Non, tout à fait d'accord avec toi, mais c'est de se dire que l'énergie... au départ, ce n'était que des grands projets.
aujourd'hui, ça devient un système qui est tout à fait différent. Quand tu vas regarder l'hydrogène, c'est des toutes petites unités de production, ta petite éolienne, etc. Et donc cette notion de grand projet que les énergéticiens avaient et étaient propriétaires, en fait, en fin de compte, ils sont obligés de commencer à glisser vers un métier qui s'approche du vôtre. Production locale et projet mondial, en fait. Voilà, C'est un Vous peu avez ça. raison, on voit une réappropriation par les consommateurs Exactement. de la donnée énergétique. En fait, une réappropriation parce que les gens ne veulent plus dépendre d'un réseau qui n'est pas forcément fiable, etc. Donc réappropriation. Certains en sortent d'ailleurs. Hein. Et on voit du coup une décentralisation des Exactement. moyens de C'est production. exactement Et ça. cette décentralisation-là, les gros énergéticiens vont pas commencer à marcher sur vos plates-bandes? En fait, derrière ça, Je pose la question parce que je les vois. Hein. derrière ça, il y a, Vous en il y a venez, 15 ans de technologie. Vous en arrivez des grands. On ne l'a Ouais. pas dit, mais dans votre parcours, vous êtes passé par Engie, donc vous connaissez. Là. C'est deux métiers différents. La technologie, en fait, on ne s'invente pas dans la technologie. Non, c'est vrai, La c'est vrai. technologie, c'est 15 ans d'investissement, etc. Pour vous donner un exemple, on a publié on a développé et annoncé sur le marché un disjoncteur qui ne consomme plus de SF6. Un SF6, c'est un gaz qui est très Oui, oui, émetteur tout à fait. Bien sûr. dans l'atmosphère. Aujourd'hui, Les tous frigos les de l'époque. disjoncteurs utilisent du SF6. Le fréon. Pour pouvoir le publier sur le marché, donc l'offrir à nos clients, il a fallu 10 ans de recherche. C'est ça. 10 ans de recherche. Donc ça ne s'invente pas, en fait. C'est vraiment Non, c'est un autre sûr. métier. Mais attendez, juste un détail. Vous avez dit il y a 15 ans, nous on anticipe déjà cette question bien avant les débats actuels que l'on connaît et qui fait que nous sommes en retard. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, là, j'ai vu qu'il y a 5% de votre chiffre d'affaires qui est consacré à la R&D, c'est quand même colossal. Qu'est-ce que vous êtes en train d'inventer 15 ans avant tout le monde? Parce que c'est finalement cela, la force de Schneider. Exactement. En fait, on travaille sur plusieurs volets, à la fois les produits pour les rendre plus résilients en matière de développement durable. Donc, par exemple, on travaille beaucoup sur les sujets de circularité, on travaille beaucoup sur la réduction des impacts dans l'atmosphère de nos produits. Et puis le deuxième volet, c'est l'investissement dans le digital à travers l'artificial intelligence, donc tout ce qui est machine learning, etc., pour développer plus d'algorithmes et rendre encore plus de services à nos clients. Tout à fait. Non, et moi, je faisais le petit parallèle par rapport à les énergéticiens qui viennent. On a vu ce matin, Tesla vient de se faire dépasser okay en termes de production et de vente de voitures électriques. Parce qu'en fait, les gros se sont dit, mais en fait, merde, il faut que j'y aille. Ils ont accéléré, ouais, c'est vrai. Et qui sont passés du thermique à l'électrique. Et au moment où, évidemment, ils avaient 15 guerres en retard sur Tesla, sur l'électrique, mais au moment où ils ont dit en fait il faut qu'on y aille, ils la récupèrent rapidement. Ces gros moves-là au niveau des énergéticiens, c'est-à-dire que, alors heureusement, le nucléaire est revenu un petit peu à la mode, et donc ça leur redonne un peu une poche de trucs, mais cette notion de décentralisation va faire qu'il y a des gros acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, vont devoir bouger un petit peu vers vos métiers. Ils pourraient faire de la gestion de projet. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un sujet de culture. Dans la culture de l'entreprise chez Schneider, c'est très orienté sur l'innovation et le développement durable. Alors, on peut dire c'est bateau de dire ça. En fait, ça ne l'est pas du tout. Avoir une culture très orientée développement durable, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans le top des ratings sur tous les sujets de développement durable. C'est la question que je voulais vous parce poser. qu'il y a 15 ans, il y a eu une vraie transformation sur le développement durable. Aujourd'hui, mon département, en fait, il sert quasiment à rien parce que toute l'organisation est déjà tournée à travers le développement durable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle indicateurs en matière de développement durable, vous cochez toutes les cases. En fait, tout ça, on l'a déjà développé il y a 15 ans. On avait déjà des indicateurs. On était les premiers à publier des indicateurs de développement durable. Justement, au niveau de ces indicateurs, il y a un gros sujet qui est toute cette notion de quota de CO2, de bourse de CO2, etc., où l'Europe et les États-Unis ont chacun leur jeu à jouer. Bon, alors, je ne vais pas te reposer la question de où est-ce que Schneider se pose par rapport à ça, parce qu'on a déjà adressé, j'entends cette notion locale, mais enfin, ça n'empêche que ça reste une boîte globale. Quel est votre rôle dans un écosystème comme celui-là? Il y a une boîte, par exemple, Bizero Carbone, je ne sais pas si tu vois, une boîte londonienne qui vient de lever plus de 50 millions d'euros pour essayer de construire, si tu veux, le S&P, le Moody's, des bons projets carbone. Est-ce que Schneider, c'est pas de se dire on va investir dans les startups, on a déjà vu 1000 fois. Comment est-ce que quel est le rôle que vous jouez dans un écosystème comme celui-là pour que cet écosystème vive et devienne réellement concret? Voilà, concret. Ouais. Quoi. Alors notre engagement, c'est pas de nous décarboner uniquement nous, bien sûr, ça il faut le faire, il faut être exemplaire. Oui, il faut être bon élève quand même, bien sûr. Par rapport à notre périmètre, mais au-delà de ça, c'est d'avoir un impact. On veut se positionner comme impact company, c'est-à-dire avoir un impact sur toute la chaîne de valeur. Donc on travaille avec nos fournisseurs et avec nos clients. Par exemple, dans les indicateurs qu'on a pris, on s'est engagé à développer nos top 1000
fournisseurs. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici à 2025, donc c'est pas 2050, c'est à court terme, d'ici 2025, on va réduire leurs émissions de 50%. C'est demain. C'est gigantesque. Ouais. Et donc pour ça, en fait, c'est plein de petites sociétés qui n'ont pas accès à la transition énergétique parce qu'avoir accès à ce qu'on appelle les PPA, c'est-à-dire les contrats de long terme en matière de renouvelables, il faut être gros. C'est ça. Pour les Amazon, Ouais, les tout à Google, fait, tout à etc. fait. Toutes les petites n'ont pas accès à ce marché-là. Eh bien, en fait, on les encourage. C'est d'abord, on leur donne accès en fait à la formation sur ce que c'est que le développement durable, etc. Et au marché, comme les PPA, donc avoir accès aux renouvelables pour les aider dans leur décarbonisation. Donc, ce que je veux dire, on fait ça, mais on fait ça aussi pour nos clients. Par exemple, on a un grand client qui s'appelle Walmart. C'est l'équivalent, on va dire, d'un Carrefour. Gigantesque. Voilà. Walmart se décarbonise. En fait, nous, ce qu'on fait auprès de Walmart, c'est aider à décarboner les fournisseurs de Walmart. Ça, c'est notre engagement. Ça, c'est votre Vous engagement. voyez, en fait, quand on dit... Mais du coup, est-ce que vous avez un compagnie, business model qui Ouais, commence à se parce que construire vous là-dessus? déployez vos voilà. hommes, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, Et c'est donc, que- en fait, notre modèle, c'est un modèle de conseil en C'est sustainability, ça. puisque ça fait 15 ans qu'en fait, on est dedans. Donc, on a acquis Donc, une forme de vous légitimité, rendez votre, etc. ouais. Et donc, c'est un conseil en sustainability où on accompagne des clients à développer finalement leur feuille de route en matière de développement durable et ensuite à apporter les briques technologiques, donc software, donc digital pour mesurer leur impact carbone et à partir de là, les réduire sur leur footprint, sur leur périmètre à eux, mais aussi sur les fournisseurs et les clients. Vous êtes la face cachée finalement de la transformation écologique. C'est tout à fait dit. C'est ça, hein, c'est la bonne Exactement. expression. C'est tellement beau. Non, c'est vrai, ça me Non, mais semble- c'est vrai, ça me c'est- semble sonner Ah, juste. mais ça, En fait- non, mais ça sonne vraiment juste. Vous avez raison, parce qu'on pense souvent transition énergétique à travers des grands projets. Aujourd'hui, en fait, le monde, il est plus décentralisé et il est plus technologique. Et en fait, c'est exactement le positionnement de Schneider Electric. Mais ça veut dire que dans le futur, si on, de manière très théorique, on pourrait se dire qu'en fait, vous ne vendez plus du matériel pour qui, c'est plus Du service. Vous vendez en fait le fait que tu seras carbone neutral entre guillemets. Ouais. Et puis si Et tu es vous carbone ouais. neutral, tu me payes. Si tu n'es pas carbone neutral, tu me payes moins quoi. En fait, c'est le fait d'être carbone neutral ou le fait de rendre un service pour aider les entreprises à se décarboner, c'est la première étape. C'est-à-dire, on développe une stratégie de décarbonisation. Ensuite, il faut mesurer. Donc, de toute façon, il faut développer un outil digital pour mesurer les données et Oui. comprendre d'où viennent les émissions. Et à partir de là, il faut quand même décarboner. Et décarboner, il faut bien des solutions. Tout à fait. Donc, il faut soit ça, du vous les renouvelable apportez. sur site, etc. Et là, on apporte nos solutions Vos technologiques. solutions. Mais ma question, elle est de te dire que il y a deux manières de voir les choses. C'est de dire, les clients viennent chez vous en se disant Schneider, ils sont super bons dans la décarbonisation, donc je vais leur demander un coup de main parce que c'est eux qui sont le plus légitimes pour m'aider. Ça, c'est une chose. Ou bien c'est de dire Schneider vient et s'il me décarbonise, je le paye. S'il ne me décarbonise pas, je ne le paye pas. C'est Un peu c'est comme de un dire- commercial, entre guillemets. Oui, voilà, c'est-à-dire, en gros, ce n'est plus le matériel que tu installes, c'est le résultat. Mais c'est- Est-ce que Schneider s'oriente vers ça ou pas encore? C'est du savoir et En du fait, service. En fait, on voit plein de types de demandes très variées. Soit des clients qui savent exactement, qui veulent déjà se décarboner, ils veulent juste les solutions. Soit des clients qui veulent uniquement Accompagner. l'outil digital pour mesurer. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de reporting qu'il faut faire en matière de développement durable. Exact. Et donc, il faut que ça soit des choses très transparentes, très crédibles, etc. Donc, il faut quelque chose de très solide et derrière, c'est du digital. Ou alors, d'autres entreprises qui veulent juste avoir une stratégie de décarbonisation pour C'est embarquer les collaborateurs. Oui, non, tout à Donc, fait. en fait, ça dépend Ça, vraiment forcément, du ça degré de dépend. maturité Mais des ça entreprises. dépend le niveau de maturité. Mais dans le futur, parce que cette notion de décarbonisation as a service, c'est-à-dire qu'en gros, c'est que vous allez jusqu'au bout de la chaîne. Mais enfin, Nous, l'objectif, le marché n'est pas vraiment encore suffisamment d'aller sûr. jusqu'au bout de la C'est ça. chaîne, c'est-à-dire d'aller du conseil au développement des plateformes digitales jusqu'aux solutions. Mais quand même, ce que nous dit Gus, sur lequel là, il insiste beaucoup, et ce que je comprends, c'est que les grandes entreprises mondiales, qui faisaient souvent de la production très matérielle, très concrète, sont en train aujourd'hui de muter vers des entreprises de quoi? D'accompagnement, de savoir, de contenu et de data. C'est vers cela que vous allez finalement. En fait, nous, c'est notre métier. Depuis 15 ans, en fait, on évolue dans cette direction. En fait, on n'a pas attendu la crise pour C'est- pouvoir prendre ce pari. Vous l'évoquiez au début de l'échange. Et donc, le fait d'être une entreprise très focalisée sur les produits électriques, c'était valable il y a 20 ans, en fait. Mais depuis, elle a d'accord avec toi. tellement Non, mais je partage muté. cette opinion. C'est ce que En parfois fait, les aujourd'hui, Français... Elle est déjà positionnée de manière complètement différente. Bien sûr, C'est bien ça. sûr. Mais c'est intéressant de l'entendre parce que les Français de la rue, je m'autorise, Ouais. Schneider, ça reste l'électrique classique, l'objet, le tout à matériel. fait. Et vous nous dites autre chose. Voilà. Et ça, c'est très Et c'est intéressant. le cas, mais c'est pas que ça. C'est aussi
le digital, c'est toute la technologie derrière, et puis c'est l'approche conseil, projet, système. Et tiens, du coup, l'aspect M&A là derrière, j'ai vu que vous avez racheté Zeigo là, il y a pas longtemps. Est-ce que cette notion de M&A reste une brique essentielle pour pouvoir y arriver, ou bien vous dites parce que ce sera la brique essentielle des gros acteurs dont on parle, parce que comme tu dis, ils sont beaucoup moins légitimes que vous, donc ils vont devoir rattraper la guerre, et donc le M&A est un des gros leviers sur le sujet. Est-ce que le M&A pour vous est une brique essentielle pour pouvoir y arriver ? En fait, d'abord, la priorité, c'est d'investir dans notre recherche. On a des équipes de recherche et d'innovation, en particulier au niveau local, comme je le disais. Donc, priorité, la recherche et l'innovation. On dédie à peu près 5% de notre chiffre d'affaires à ça. Donc, ça, c'est notre priorité numéro 1. En parallèle de ça, on peut regarder les acquisitions ciblées dans certaines géographies, s'il y a des compléments, parce que les marchés sont très locaux, les normes sont très locales. Et en fonction des normes, oui, absolument. En particulier dans l'électrique. Donc, on peut rajouter des briques, on va dire, en technologique, en fonction des géographies. Mais surtout, récemment, on avait fait beaucoup d'acquisitions dans le digital pour asseoir notre plateforme digitale. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, notre suite de plateformes digitales, elle est orientée uniquement pour les clients industriels et elle couvre toute la chaîne de valeur du design, donc la définition d'un projet, la construction jusqu'à l'opération et la maintenance, avec la maintenance prédictive. Pour vous montrer, on est présent sur toute la chaîne industrielle. Donc ça a mûri brique par brique et ça nous a pris... on va dire, sous l'égide de Jean Pascal ces 15 dernières années. C'est ça. C'est la grosse partie d'investissement en termes de M&A, c'est la partie digitale. Juste un mot pour revenir à l'actualité, l'émission se termine, mais on nous annonce en France des coupures de courant. Enfin, je veux dire, c'est un sujet forcément qui interpelle une entreprise comme Schneider. On est dans des tensions énergétiques très très fortes sur le gaz, avec la peur de ne plus avoir de chauffage et de courant au quotidien. Quelle est la réflexion que vous portez ? Est-ce que vous dites, on voit la transformation que vous avez opérée depuis 15 ans, est-ce que vous dites, il faut encore aller plus vite, il faut qu'on accélère ? Accélérer l'efficacité énergétique, encore une fois, on n'en parle pas assez, il faut que ce soit en top des priorités. Efficacité énergétique, première chose, et deuxièmement, flexibilité. On voit bien que le marché va être tellement tendu. Quand le marché est tendu, il faut absolument libérer des poches de consommation quelque part, et donc il faut organiser cette flexibilité. C'est le débat du moment d'ailleurs. Exactement. Tout à fait. Et donc c'est là que nous avons un rôle à jouer, en fait. C'est le rôle de Schneider, apporter de la flexibilité, apporter de l'efficacité énergétique. Dernière question, Gus ? Dernière question, mais c'est pas une remarque. Question, c'est une petite remarque. Malgré cette énorme partie locale que vous avez construite, qui est vachement maligne par rapport à la situation qu'on a actuelle, ça ne m'étonnerait pas quand même que Macron doive discuter avec vous de temps à autre pour essayer de voir où est-ce qu'on se met dans un... Il vous cherche, Gwenaël, là, il vous taquine. Non, mais c'est vrai. Tendre l'oreille vers Schneider et se dire, mais vous allez vers quoi ? C'est quoi les... Non, mais ça veut dire que en fait, mon point, c'est de se rendre compte à quel point une boîte comme Schneider a un rôle essentiel au niveau public, en fait. Oui, bien sûr. C'est presque un acteur public, tellement il a de connaissances. Par ses savoirs et ses connaissances. Sur les problématiques qu'on a aujourd'hui. On vient vous consulter, quoi, pour le dire simplement. Et on va montrer. Et l'objectif pour nous, c'est de montrer les technologies. C'est ce que vous avez fait au Caire. Suffisamment dit, mais à la COP, on a quand même eu 11 ministres qui sont venus voir concrètement de quoi on parle. En fait, notre problème, c'est que le digital, c'est quelque chose de non matériel. Faire savoir. Et donc, c'est rendre visible l'invisible. L'invisible, tout à fait. Exactement. Le faire savoir, qui est un enjeu souvent important lorsqu'on a des technologies disruptives ou innovantes. Complètement. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Gwenaël Avissuet, directrice générale stratégie développement durable Schneider Monde. Et je précise pour l'anecdote que vos bureaux sont à Boston. Vous faites des navettes entre la France. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous, Gus. C'était un vrai plaisir. Merci à vous qui nous suivez, Gus, le fondateur de Circle. Évidemment, je ne veux pas oublier votre belle entreprise. Merci à vous, merci pour votre fidélité, puis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Smart Talks vous a été présenté par Circle, powered by Square.